Bonjour. Il y a foule, hein, alors on va essayer de parler un peu fort pour que vous nous entendiez. Merci. Yannick et moi, on fait partie de la direction de la communication de la Mutuelle des Motards. La Mutuelle des Motards, c'est déjà une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à Coventis. On est partenaire depuis le début de l'événement et on est partenaire de la CRESLR, bien entendu. Donc on est ravis d'être là pour vous parler de transformation numérique. La Mutuelle des Motards, c'est le spécialiste de l'assurance des 2 et 3 roues à moteur. Et on est implanté à Montpellier, siège social à Pérols vers l'aéroport. 430 salariés dans toute la France et 280 ici à Montpellier. Je vais laisser la parole à Yannick Bournazel, qui est le responsable de la communication digitale à Mutuelle des Motards et qui va vous parler du sujet de la transformation numérique. Merci. Donc avant de commencer, en fait, je voulais me présenter un petit peu devant vous. L'idée étant, non pas de déployer mon CV, mais de vous expliquer en fait dans quel contexte en fait j'ai pu évoluer moi professionnellement et m'appeler devant vous en fait pour se présenter en tant que digital adopteur. Digital adopteur, c'est quoi? C'est que je suis, contrairement à aux plus jeunes que moi, en fait, je ne suis pas né avec un smartphone à la main. Donc en fait, c'est que j'ai une génération qui a dû apprendre en fait à composer avec les évolutions numériques et digitales. Et c'est un point important parce qu'aujourd'hui, le but de cet atelier, c'est qu'on parle ensemble d'une méthode de travail. Cette méthode de travail qui nous amène aujourd'hui à positionner le client au milieu de ce que l'on construit. Voilà. Donc pour illustrer ça, on peut passer... Attends, c'est moi qui ai la télécommande. Sur la transformation numérique, identifier un risque pour la compétitivité ou non. Ce risque pour la compétitivité, en fait, longtemps, ça a été dans la manière dont on travaille. Cette manière dont on travaille, on l'a voulu illustrer avec ce slide-là, c'est de se dire que jusqu'à présent, on a beaucoup pris le temps d'étudier en profondeur, en largeur, et parfois ça a conduit à prendre trop de temps pour le faire. Voilà, ce dessin humoristique le révèle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre 3 ans pour étudier ce qui s'est passé l'année d'avant. On est en 2018, il y a des réseaux sociaux qui n'existaient pas à l'époque où j'ai fini mes études. Donc on est incapable de savoir quel métier on va faire dans 5 ans, dans 10 ans. 80% des métiers, je crois, seront renouvelés. Donc en fait, aujourd'hui, le temps où on prenait tout le temps pour tout étudier en large et en travers, ça ne peut plus avoir lieu d'être. Et donc il est important en fait qu'on se concentre sur des méthodes de travail qui soient plus agiles, qui soient plus mobiles, qui soient plus réactives. Et c'est le sens un petit peu de la démarche de cet atelier-là. Alors du coup, Yannick, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de méthode de travail qu'on a adoptée à la Mutuelle des Motards en passant par une illustration qui va parler à tout le monde? Alors en fait, pour intégrer les gens à notre méthode de travail, en fait, on a voulu que les gens puissent se projeter. Et pour que les gens puissent se projeter, le mieux, c'était de les projeter dans leur quotidien aussi. Pour les projeter dans leur quotidien, on a pensé à la télécommande. Pourquoi la télécommande? Parce que au départ, une télécommande, ça a été invité, il ne faut pas l'oublier, parce que les gens sont feignants et ont juste pas envie de se lever. Donc on a voulu leur faciliter la tâche en leur disant, depuis votre canapé, vous pouvez changer de chaîne, allumer la télé, monter le son. Voilà. Et puis au fur et à mesure, rappelez-vous du slide d'avant, on a étudié les demandes des clients et puis on les accumulait. On a ajouté des fonctionnalités. Et aujourd'hui, on a des télécommandes où j'ai, je sais pas, j'ai pas compté, mais peut-être 25, 30, 40 boutons, parfois plus. Parfois j'en ai 3 télécommandes. J'ai celle de mon home cinéma, j'ai celle de mon décodeur, j'ai celle de ma box, j'ai celle de ma télé. Parfois j'en ai une qui reprend toutes les fonctionnalités, mais du coup c'est un clavier. Et ce point-là, en fait, c'était pour illustrer que aujourd'hui, on a proposé des choses qui cumulent souvent et qui s'additionnent. Et aujourd'hui, la génération avec laquelle on travaille, en fait, a du mal à s'habituer à cette somme de fonctionnalités. Donc pour étayer ça, pour que les gens se l'approprient, on a trouvé cette image sur Internet en fait, qui est assez révélatrice. C'est ce qu'on appelle, c'était grandma proof en fait. C'est-à-dire de la légende de la photo, idéalement, c'est j'ai donné la télécommande à ma grand-mère. Voilà. Mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on utilise la télécommande, on utilise non pas 40 boutons ni 60, mais on utilise dans 98% des cas 4 boutons. Le son, changer de chaîne, allumer, éteindre et peut-être maintenant aller auxiliaire. Voilà. Donc en fait, les gens, le vrai utilisateur, à la fin, il utilisait plutôt sa télécommande dans ce mode-là. C'est aussi simple que ça en fait. Donc certains l'ont bien compris. Et derrière, on va proposer des télécommandes, ce qu'on appelle simplifiées. Donc des fois, il y en a 2. Voilà. Pour autant, c'est pas pour ça que ça va nous faire utiliser plus notre télécommande, mais ça répond à notre besoin. Donc derrière, toutes les nouvelles entreprises en fait partent de ce principe-là. C'est-à-dire pourquoi faire une somme de fonctionnalités
quand mes clients, au final, au réel, ne demandent que quelques-unes. Voilà, donc dans l'immense majorité des cas, ils ont 4 boutons à appuyer, donnons-leur ces 4 boutons. Maintenant, celle-ci, elle n'est pas sexy. Par contre, quand je m'appelle Netflix, là aussi, je suis capable d'analyser mes clients, de dire ce que les clients utilisent comme bouton et de proposer une télécommande qui soit seulement adaptée à moi, mon application Netflix, qui permet de lire mes séries et mes films. Voilà. Non, il n'y en a plus d'autres, non, je crois pas. Ouais. Ah oui, j'ai oublié la principale quand même. J'ai oublié la principale, c'est que ce qu'on arrive, c'est à faire des non-sens. Ce que j'expliquais tout à l'heure avec les télécommandes, c'est que, voilà, enfin, faites-vous le delta chez vous, mais sur votre table du salon, combien vous avez de télécommandes et pourquoi vous en servez. Moi, à titre personnel, hein, pourtant je suis assez digital, j'ai 3 télécommandes et j'ai besoin d'appuyer sur les 3 boutons pour allumer ma télé et avoir ma box. Voilà. Aujourd'hui, on a des aberrations. Et cette méthodologie-là, on l'a appliquée pour que les gens la comprennent en interne avec la télécommande, parce que c'est un objet du quotidien. Mais aujourd'hui, c'est important de se faire le rapport dans tous vos projets. Aujourd'hui. Moi, dans mon passé, j'ai travaillé sur des bases de données. Il y a des bases de données, à un moment donné, on a une base de données qui est centrale, et puis on en connecte une autre. Puis on en connecte une autre, parce qu'on ne sait pas où la mettre. Donc on connecte toutes les données. À la fin, on fait une cartographie pour la MUTAC. Et chaque petite base de données alimente une très grosse. Sauf qu'au bout de 10 ans, on se rend compte, mais mince, la très grosse base de données, elle n'est pas faite pour gérer ça. Et donc en fait, on doit tout refaire. Et c'est un projet qui met 3, 4 ans, 5 ans, etc. Alors que si on prenait le temps d'analyser une situation, mais de mettre en plan d'action rapidement, en pesant le pour et le contre, et en mesurant chaque action qu'on va en mettre en place, mais du coup, on gagne, on avance, et on gagne surtout en agilité. Alors du coup là, c'est une illustration très concrète qui a été choisie pour vous donner un peu le cadre. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on décline cette image-là très concrètement dans nos métiers au quotidien. Et ça passe par le parcours client. Donc, quelle méthode on a pris pour analyser, créer, construire chez nous le parcours client, Yannick? Alors, le parcours client, je vous invite à la regarder sur Internet. Tapez plutôt en anglais, ça vous aidera mieux en fait, mais en tapant Customer Journey. Et Customer Journey, c'est une façon de représenter la vie, le cycle du client, à partir du moment où il cherche à acheter un produit ou un service, jusqu'au moment où il le quitte. Ces représentations graphiques, en fait, elles sont vraiment diverses et variées. Et l'important, c'est de trouver la bonne qui colle à notre métier. Nous, on parle d'assurance. Donc aujourd'hui, dans l'assurance, c'est à partir du moment où je réfléchis à me mettre à la moto, ou au scooter, aux 2 roues motorisées, jusqu'au moment où je vais quitter mon assureur. Et ça, c'est important de marquer, de créer toutes ces étapes-là pour arriver à une représentation graphique finale. Je vais la détailler après. Celle-ci, c'en est une. C'est juste une illustration. Je n'ai pas voulu renseigner, etc. C'est une image que j'ai trouvée sur le net, toute simple. Derrière, c'est je veux me positionner dans quelle étape de mon parcours client, avec quelle action. Ce parcours client-là, il va me permettre quoi? De faire arrêter en fait les on-dit. Voilà, nous, ça a été un truc comme ça. C'est les motards, ils pensent que, les scooteristes, ils font ça. Qu'est-ce qui se passe chez les motards? On a tous cette vision de nos clients à nous, parce que notre société, nous, elle a 35 ans d'existence. Il y en a qui en ont 10, il y en a qui en ont 50. Et derrière, on a l'impression tous de connaître nos clients. Mais rappelez-vous le slide au début. Mon client, si je mets 3 ans à l'analyser, mon client, il a déjà changé. Voilà. Le parcours client qu'on construit ici, ça ne sera pas le même l'année prochaine. Tout varie, tout va très vite. Mais par contre, il faut qu'on ait une représentation graphique simple sur laquelle on peut tout comprendre, de la personne qui trie le courrier chez nous jusqu'au PDG, pour savoir comment se comporte le motard aujourd'hui dans son parcours d'assurance et dans sa vie de motard. Donc il était important qu'on le mette en scène et qu'on intègre surtout, ça c'est aussi notre manière de faire mutualiste et collaborative, avec tous nos salariés. Donc pour se mettre ça en place, on est parti de personas. Alors, des personas, c'est quoi et comment ça se passe? Parce que nous, on le sait, des conducteurs de 2 roues, des profils, il y en a pléthore, que vous rouliez en 2 roues urbains, que vous soyez en scooter, que vous fassiez de l'enduro, etc., etc. Chaque motard, chaque moto, c'est un profil différent. Alors, comment on arrive à créer 3 profils, on va dire, types, pour créer le parcours client? Alors, c'est important, parce que c'est les premières questions qu'on a eues quand on a présenté ce projet-là aux salariés, c'est de dire pourquoi vous avez choisi ces personas-là. Alors, des personnages, la frontière est parfois mince. Mais il est important qu'en fait, qu'on puisse se projeter dans des personnages fictifs qui sont censés représenter nos clients, en règle générale, la clientèle d'assurance de roues, et qui nous permettent de créer un parcours motard. C'est-à-dire, je vais vous dire complètement, on a eu des questions, dire est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi vous prenez Mathilde comme persona et vous allez faire un parcours client de Mathilde
alors que Mathilde, dans le marché, c'est 10% des permis de roue aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est pas hyper important qu'on se focalise sur Mathilde. Et la réponse qu'on amène, c'est que Mathilde, pour nous, c'est surtout d'autres éléments qui sont importants. C'est-à-dire que c'est une jeune célibataire urbaine qui choisit un scooter parce qu'elle a besoin de liberté, qu'elle a envie d'éviter le métro et tout ce qui va avec, les inconvénients le matin quand elle est à Paris. Mais tout ça, il faut qu'on aide les gens à se projeter. Et dedans, ce qu'il y a à retenir, c'est pas Mathilde, c'est même pas le fait qu'elle soit une femme, c'est le fait que c'est une démarche de mise au deux roues, en fait, on va dire, qui soit différente de celle des autres. Voilà. Et ces trois parcours clients-là font aujourd'hui un parcours client motard global. Voilà. Par contre, derrière, pour que les gens fassent l'exercice de la meilleure des manières, on leur a donné un maximum d'éléments. On leur a dit, voilà, ben Mathilde, elle s'appelle Mathilde, elle a 26 ans, elle habite à Courbevoie, elle travaille à Paris 17e, elle est assistante RH chez Vent Privé, elle a acheté un scooter parce qu'elle en avait marre du métro, elle ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire en temps d'assurance, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire comme formation, elle a besoin d'une carte verte parce qu'elle sait que c'est obligatoire, donc aujourd'hui, comment elle va se comporter? À l'inverse, on a Mathieu. Mathieu, lui, c'est le passionné motard. Voilà, j'ai choisi la moto parce que j'ai envie de me faire plaisir derrière un guidon, qu'il y a un aspect communautaire. C'est pas ma première moto, c'est ma 5e. J'ai un parcours un parcours motard standard en termes d'achat de véhicules. Donc j'ai commencé avec une moto de débutant, puis j'ai pris ma sportive, je me suis fait plaisir, puis j'ai eu des gamins, je suis redescendu un peu. On prend un peu des a priori, mais qui sont vraiment larges, très très larges. Et enfin, on a le client pro, lui, qui est une clientèle un peu particulière pour nous, pour le coup, qui lui, en fait, travaille avec des deux roues. Et en l'occurrence, là, on a pris quelqu'un qui a une agence immobilière et qui a souhaité équiper ses collaborateurs de scooters de 3 roues motorisés. Donc ces personas-là, en fait, on a demandé aux gens de choisir l'un d'entre eux et de décrire son parcours client. Alors son parcours client, comment c'était important de le valoriser? Pour que les gens adhèrent en interne à la mutuelle, déjà, on leur a fait un site web avec juste... alors, on a 3 façons de remplir un parcours client à la mutuelle des motards. C'est qu'on a un PDF à télécharger avec toutes les étapes. Je vais vous montrer les questions après. On a un site web qu'on a procuré ici, sur lequel on se renseigne, nous, qu'est-ce qu'on fait à la mutuelle des motards. Sachant qu'on l'a fait, nous, avec nos salariés, avec nos délégués bénévoles et nos partenaires aussi. Notamment la Fédération des motards en colère. Tous les gens qui passaient nous voir au siège pour des réunions ou à certaines occasions, on leur a fait faire cet exercice qui est assez... nourrissant, on va dire. Et surtout, on l'a mis dans un contexte. Vous voyez, je ne vais pas vous lire la vidéo parce que ça parle de projets internes qui ne nous serviraient pas aujourd'hui, mais on leur a dit qu'on travaillait le parcours client dans un but précis. Voilà. Aujourd'hui, on a une stratégie qui est à court, moyen, long terme. On a des objectifs qui nous sont fixés par la direction générale. Et ce travail via le parcours client s'inscrit dans cette démarche-là. C'est important en interne de leur dire, c'est pas une lubie du marketing ou de la com, en fait, que de se positionner et de créer un parcours client digital. C'était pas le parcours client tout court d'ailleurs. C'était derrière de positionner dans une démarche globale du groupe. Que la mutuelle des motards arrête de se dire le motard il est comme ça, comme il était il y a 35 ans, qu'il évolue, il est militant, il est mutualiste. Non, désolé, mais nos clients, sur les 230 000 clients qu'on a, ne sont pas tous au fait du mutualisme, ne savent parfois pas que nous sommes de l'économie sociale et solidaire, et parfois ça leur passe totalement à côté. Donc c'était important en fait qu'on ait tous ces parcours-là et qu'on le pose sous une représentation graphique. Au-delà de la représentation graphique, c'était important pour nous aussi de pouvoir matérialiser ça. Donc concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dédié une salle à ce parcours client. Cette salle a été ouverte depuis fin janvier maintenant. On va la fermer, pas définitivement, mais on va la fermer à la fin du mois. Et en fait, le but, c'était que chaque personne puisse s'inscrire. On leur faisait la représentation du travail à faire, du jeu de l'expérience client. Et ils venaient y participer, y contribuer, en prenant la peau de Mathilde, de Mathieu ou de Pascal. Donc les personnes venaient dans la salle et ils remplissaient toutes les étapes. Donc on voyait, on débutait à gauche, on choisit un persona, et ensuite j'ai mes étapes du parcours client. Alors j'ai pas tout mis, mais on a identifié 18 étapes. Comme je disais, à partir du moment de la considération, c'est-à-dire je réfléchis à me mettre au deux roues, à partir du moment où je m'engage, c'est-à-dire je vais souscrire un assureur, je recherche un assureur, je vais acheter un deux roues, et après il y a toute la vie du motard, de l'accueil jusqu'à un sinistre, jusqu'à une résiliation, une modification de contrat. On a instauré aussi des étapes qui sont propres au mutualisme, c'est-à-dire l'assemblée régionale, l'assemblée générale. Et enfin, la dernière étape qui est celle où je suis, c'est ce qu'on appelle adhérent, en fait, c'est-à-dire que j'ai été adhérent à la mutuelle, mais je ne le suis plus aujourd'hui. Et pour chacune des étapes, on a mis 3 lignes en face. Ces lignes-là, elles sont très simples pour que les gens puissent remplir à leur manière chacun. La première, c'est quelles sont mes motivations. Voilà, l'histoire, c'est de dire, je prends la place de Mathilde,
je réfléchis à ma méthode de roue et dire Mathilde, à cette étape, à quoi elle pense, en fait. Dire que ses besoins, je veux gagner du temps, je choisis un euro pour gagner du temps, pour un esprit de liberté, pour aller au travail plus simplement, pour des besoins, des contraintes financières, pour ce que c'est pratique de se garer à Paris, quelles sont vraiment mes motivations. C'est un premier exemple. La deuxième ligne, c'est celle des mes actions. Voilà. Et pour expliquer ça, on leur disait aux gens, je prenais l'étape du sinistre en disant j'ai un sinistre, non, j'ai même pas, j'ai un besoin d'assistance matérielle. Grosso modo, allez, on va dire, j'ai crevé, je suis en bord de route. Voilà. Je prends Mathieu ou je prends Mathilde, je suis en bord de route, il est 22h, je suis en campagne, j'ai crevé. Je suis Mathilde avec mon scooter Vespa GTS 125. Qu'est-ce qu'elle fait Mathilde? C'est concrètement l'exercice qu'on demandait aux gens. Qu'est-ce qu'elle fait Mathilde? Et au début, les gens nous disent ah ben j'appelle l'assistance. Il réfléchit, vraiment, demande à tes potes, t'es Mathilde, t'as 26 ans, t'es au bord de route, il fait noir, t'as crevé avec ton scooter, t'appelles l'assistance. Qu'est-ce qu'elle fait en premier? Ah non, elle appelle son copain. Elle appelle son copain, elle appelle son papa, etc. Mais généralement, on appelle un proche. Parce que quand on n'a jamais crevé de sa vie, ou on n'a jamais eu un incident, le réflexe d'avoir l'assistance et de sortir une appli et tout ça, c'est pas vrai. Le premier réflexe, on appelle son copain, on appelle un ami, on appelle son père, on appelle un proche qui saura le faire, mais c'est vraiment ce qui se passe. Et c'est ça qu'on a voulu faire à nos salariés, et c'est un exercice difficile que de se détacher de leur expérience de salariés mutuels des motards, de motards même, et de se mettre à la place des gens qui sont en face d'eux dans les bureaux. Alors mettez-vous bien cet exemple en tête, il dit voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait vraiment? Il faut dire les choses. L'important, c'est qu'on fait là ici la télécommande avec les 4 boutons, vous savez, c'est qu'on décrit les choses, tout simplement, on décrit les choses telles qu'elles sont. Si on se met un voile et on se met une limite parce que ah ben nous à la mutuelle on n'est pas comme ça, ah ben chez AMV il ferait autrement, non, là on biaise l'exercice. Il faut vraiment se dire les choses, y compris quand on est au moment de l'assemblée régionale et que les gens en fait disent quelles sont mes motivations pour l'assemblée régionale. Et des fois il n'y en a pas beaucoup, voilà, mais il faut le dire, parce que derrière, quand on va avoir mis ce parcours client, l'idée c'est que quand on va l'avoir posé, c'est de rajouter des lignes et marquer ok, c'est quoi mon plan d'action en face. Et donc la troisième ligne, qui est ici, c'est le levier de bascule. C'est-à-dire, là aussi, je reprends mon personnage, mon persona, je suis à une étape de sinistre matériel, on m'a volé mon 2 roues, voilà, et peut-être qu'ils ne vont pas avoir le même comportement. C'est de se dire, je suis Mathieu, on m'a volé ma moto, quel est le levier de bascule? Qu'est-ce qui fait que je vais être content de mon assureur? Qu'est-ce que je fais que je vais être vraiment pas content avec mon assureur? Mais Mathieu, on peut-être se dire que sa moto, c'est un prolongement de soi, c'est sa deuxième femme, il la bichonne, il a mis tous les accessoires chromés, machin, ce que vous voulez. Et que lui, si on lui propose 8 000 euros, une moto qui pense qu'il vaut 8 500 euros, c'est un affront total. Et là, ça va être scandale, réseaux sociaux, Facebook, Avis, une étoile, la totale. À l'inverse, Mathilde, elle peut-être se dire ah ben moi j'ai juste 2500 balles, j'ai rien à faire de ce qui vaut mon scooter, je veux juste que demain avoir l'argent. Donc il y en a un qui va vous dire moi j'estime que le levier de fidélisation, en fait, de levier de bascule, c'est la valeur qu'on va donner pour mon véhicule. Je préfère avoir 8 500 euros dans un mois que 8 200 euros tout de suite. Et l'autre qui a besoin de côté utilitaire et qui va vous dire moi demain je veux qu'on me le rembourse demain parce que j'ai pas envie de reprendre le métro avec les gens qui puent. Voilà, c'est aussi bête que ça. J'ai 26 ans, je suis dans mon métro, j'ai envie d'être libre et de pouvoir aller boire un coup avec mes copines le soir, donc moi je n'ai pas de véhicule pour bouger librement alors que je m'en suis habitué. C'est scandaleux et je ne comprends pas que je paye mon assureur et que je ne sois pas remboursé de suite. Donc c'est important d'identifier ces points à chaque action. Le sinistre matériel, c'est très facile, mais moi je me suis posé la question moi-même, dans la période où on n'est plus sociétaire, qu'est-ce qu'ils vont les gens, ils vont mettre dans cette case-là, levier de bascule. C'est quoi qui va rentrer en compte? On n'a plus de levier de contact. Et au contraire, si les gens spontanément sont venus dire qu'est-ce qui fait la différence si j'ai un contact avec mon ancien assureur 3 ans après, c'est le fait que mon assureur il se souvienne de moi peut-être. C'est quand j'appelle et d'où bonjour Yannick, etc. Vous êtes sociétaire chez nous, vous étiez parti à cause parce que nous n'avions pas cette option, aujourd'hui nous la proposons, etc. Il dit merde, ils sont partis. J'avais dit pour que je partais parce qu'ils n'avaient pas cette option. Ils me rappellent en me reconnaissant, en me disant maintenant on a cette option, donc on peut continuer ensemble peut-être, est-ce qu'on voulait qu'on voit ça? Et là ça fait la différence. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est important de l'avoir, même à cette étape-là. Bon, ce que je viens de dire, vous l'oubliez tout parce que le RGPD est passé par là et 3 ans après, on est obligé d'être passé. Voilà. Mais ces étapes clients-là, c'est important de les poser. Et nous, ce qu'on va livrer ensuite à notre direction générale, c'est une mise en forme graphique un petit peu sur la manière que vous avez vu au début, peut-être sous la forme d'un chemin, d'une route, on trouvera la mode graphique, mais que demain, notre boîte, la direction générale, elle va rajouter une couche en disant ici, là en fait, je vois que le levier de bascule, par exemple, c'est le tarif de remboursement, parce que les gens veulent être remboursés très très bien pour leur véhicule. Et bien on va aller voir l'indemnisation, et nous dire qu'est-ce que vous proposez en fait comme plan d'action pour être OK avec ce que les gens demandent à cette étape-là. Et à l'inverse, dans la période de recherche, c'est peut-être la direction générale qui va nous dire
Nous, les gens, en fait, ils recherchent du conseil à cette étape où je souscris, je veux ma carte verte. Et bien la direction générale va nous dire, ok, vous, la communication, qu'est-ce que vous faites à cette étape pour qu'on soit positionné comme les meilleurs en tant que conseil? Et c'est comme ça qu'on va répondre et qu'on va déterminer notre plan d'action à court, moyen ou long terme. C'est ça qui est important de faire comprendre. Et comment on l'a fait à la mutuelle? C'est en co-construction, c'est-à-dire qu'on a besoin d'embarquer tout le monde. Voilà, c'est pas quelque chose qui est une lubie marketing, j'insiste sur ce point-là, c'est qu'on a embarqué toute la société. Et au départ, les comptables ou les RH nous disent « ben non, moi ça m'intéresse pas de faire cet exercice-là, moi j'ai rien à vous amener, moi je connais les chiffres, Excel et mes plans comptables. » Et non, au contraire, c'est un exercice. Voilà. Tu viens, tu te mets dans la peau de Mathilde, de Pascal ou de Mathieu, et tu imagines ce que lui, Mathieu, ferait. Et c'est ce cumul d'avis qui nous crée ce mur-là. Et ensuite, nous, on fait un exercice de synthèse avec les mots les plus cités, tout ce qui revient, et on va faire cette version graphique. Alors enfin, un dernier mot sur le parcours client. Le parcours client, en fait, ce qui nous amène, c'est aussi à conclure que y en a un, on essaie d'en construire un, parce qu'il faut bien partir d'un parcours général. Toutefois, comme l'a dit Laure tout à l'heure, dans la pratique de la moto, un enduriste ne va pas avoir le même parcours que quelqu'un qui fait de la piste, que quelqu'un qui fait du trail, que quelqu'un qui fait du sidecar, que quelqu'un qui va bosser le lundi matin. Et encore une fois, le parcours client qu'on est en train de faire là, ça sera le parcours client 2018. Le parcours client 2020, ça ne sera pas le même, je vous le dis. Donc aujourd'hui, ce qu'on construit là, après le premier slide, il ne faut pas qu'on le mette 3 ans à construire. C'est quelques mois, il faut qu'on aille vite, parce que ça va bouger. Et quand on l'aura finalisé, il ne faut pas s'asseoir. C'est fini. Nous, concrètement, j'espère du moins qu'on ira dans la représentation du parcours client jusqu'à marquer les étapes par des magnets. Parce que j'ai envie d'enlever le magnet demain et de dire que Facebook, ça n'existe plus, c'est mort, tout le monde est sur Snapchat. Donc on met Snapchat à l'époque pour remplacer quelque chose. Ça doit vivre. Voilà. Aujourd'hui, un parcours client est vivant, mobile, en termes de points d'interaction, en termes de points de bascule, en termes de levier d'acquisition, en termes de motivation, tout change. Voilà, tout change. Si demain, la voiture est bannie totalement de Paris et le 2 roues RM, de 2 RM est autorisé, il y aura des motivations nouvelles qui vont apparaître. Et mon parcours client, il change totalement. Parce que le marché va être bousculé. Donc c'est pour ça qu'il est, encore une fois, posé, ça dure qu'un temps. Voilà, il faut le maintenir. Alors ce parcours client, entraîne aussi évidemment plein de transformations, des transformations dans nos modes de travail, dans nos modes de réflexion, mais aussi dans nos modes d'application. Et donc la transformation la plus importante, c'est la transformation numérique. Mais la question qu'on s'est posée, la question qu'on se pose encore et la question que les autres entreprises doivent se poser, c'est transformer, est-ce que ça veut dire renier? Renier à double titre. Renier par rapport à qui on est en termes de positionnement d'entreprise et des outils qu'on développe. Est-ce qu'on doit faire comme les autres ou est-ce qu'on doit garder notre état d'esprit? Et transformer ne veut pas dire se renier en termes d'humain. C'est-à-dire, est-ce que nous, on garde nos sociétaires au cœur de notre fonctionnement ou est-ce qu'on passe sur une consommation de masse? Voilà les questions qu'on s'est posées. Voilà la question que je te pose, Yannick. Alors en fait, la réponse, j'illustre encore une fois je reviens avec mes télécommandes. Vous allez croire que je vais en vendre à la fin. Mais je vous montre un autre modèle de télécommande. Ça, c'est la télécommande de l'Apple TV. Certains d'entre vous l'ont peut-être, il y a l'ancien modèle. Et l'idée, c'est que là, c'est la première télécommande que je vous ai montrée tout à l'heure avec les boutons cachés. Celle-ci, elle fait exactement la même chose, voire un petit peu plus. Sauf que Apple l'a fait à sa manière. Sa manière, c'est de dire que dans une télécommande à 4 boutons que tout le monde veut, ils ont mis la dose Apple. Et la dose Apple, on connaît un peu, vous le savez mieux que moi, je pense, les valeurs d'Apple, le design, l'ergonomie, le toucher, l'innovation. Et aujourd'hui, quand Apple est arrivé avec cette télécommande-là, c'était nouveau. Vous vous rappelez l'iPod quand il est sorti, avec ce menu où on pouvait tourner, etc. C'était autrement plus agréable à avoir en main que la télécommande très moche que je vous ai montrée tout à l'heure. Pourtant, elle fait exactement la même chose. Donc Apple est arrivé, ils ont réussi à innover avec aucune nouvelle fonctionnalité, mais par contre une façon de faire qui était différente. Et cette façon de faire, ça amène quoi à Apple? Ça amène qu'à Apple, c'est les premiers à avoir fait ça, donc après ils ont été copiés, donc ils ont innové. Ça leur amène qu'ils se différencient sur le marché. Voilà. Les autres n'ont pas une télécommande comme ça. Encore une fois, je reviens dans mes trucs de télécommande, mais la télécommande d'une Freebox, aujourd'hui, je crois que c'est la seule qui est en Wi-Fi. Voilà, vous n'avez pas à pointer, etc. avec vos trucs pour garder votre télé, votre box. C'est quelque chose qui est différenciant aussi. Donc on marque sa différence par un objet, par un parcours, et on y met dedans nos valeurs. Et ça permet quoi? Ça permet encore une fois cette différenciation, cette culture d'innovation, mais aussi parfois, et c'est l'exemple d'Apple, de vous vendre la même télécommande à 4 boutons que les autres, 8 fois plus cher. Ça, c'est la version d'Apple.
Voilà. Nous, quand on a fait cet exercice-là de parcours client, on a fait en parallèle un autre chantier qui est celui de nous connaître. Nous connaître en termes de valeur. C'est-à-dire qui est la mutuelle des motards. On est né de l'économie sociale et solidaire. Nos administrateurs sont ancrés dans ce mouvement-là, et je pense qu'on n'est pas prêt d'en dévier. Mais toutefois, on s'est rassemblés pour dire, voilà, qu'est-ce qui nous relie. Voilà. Aujourd'hui, l'image, c'est des notions de famille, etc. C'est qu'on est dans une communauté motarde où on se serre les coudes et que c'est les valeurs du mutualisme appliquées à l'assurance de roue, c'est-à-dire que les plus jeunes, pour qu'ils puissent rouler en moto, c'est vrai que les plus anciens et les plus expérimentés chez nous, ils payent peut-être quelques euros de plus. Voilà, c'est comme ça qu'on marche et c'est comme ça qu'on est. Et quand on parlait d'ailleurs de se renier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique fait beaucoup de choses. Et on essaye de faire le procès du numérique, de vouloir remplacer les gens. Et alors c'est tout à fait possible. Voilà, les chatbots, l'intelligence artificielle, on peut en faire des conférences là-dessus. Et nous aussi, on se pose ces questions-là. Donc aujourd'hui, la transformation numérique, ça ne veut pas dire comment économiser un temps plein avec du digital. Parce que c'est une façon de voir. Nous, on a la mutuelle des motards, on s'est fait ce diagnostic de valeur. Est-ce qu'on applique ça chez nous? Et aujourd'hui, on n'imagine pas ça. Voilà, notre réponse, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, oui, c'est sûr que je peux éviter un standardiste, je peux éviter un humain qui va faire du filtre de papier, etc. Mais on peut arriver à des aberrations comme celle-ci. Et nous, pour pousser les limites un petit peu toujours dans les projections, je leur dis, on ne peut pas imaginer à la mutuelle des motards d'avoir un serveur vocal pour avoir quelqu'un en indemnisation. Si vous êtes un handicapé moteur, tapez 5, handicapé cérébral, tapez 6. Non, c'est inimaginable. On est dans un domaine où on travaille vraiment l'humain et l'assurance, c'est quelque chose qu'on fait marcher quand on n'est pas bien. Voilà, quand il s'est passé quelque chose, malheureusement, souvent grave aussi. Donc dans un domaine humain, déshumaniser la relation, ça serait plus nous. Si on n'est plus la mutuelle des motards, on devient qui? On devient lambda. Si on ne peut pas se démarquer sur le marché, il nous reste un truc, c'est le prix. Voilà. Mais souvent, quand on a le prix, on est à les pâquerettes et on a les pâquerettes, on ne couvre pas bien les gens. Nous, c'est pas notre objectif. Voilà. C'est qu'on ne veut pas être sur le marché pour aller faire ça. Donc, autant mettre en valeur nos valeurs dans notre parcours client. Et quand je disais tout à l'heure que la direction générale va se positionner par rapport aux étapes, nous dire, voilà, bon, votre numéro 1 sur le conseil, qu'est-ce que vous faites, vous, la com? Ça va être de la même chose. C'est-à-dire dire que quand on va aller la procédure d'accueil ou de recherche, on sait pertinemment qu'aujourd'hui, 90% des recherches vont être dans le digital. On le sait. Voilà, tout le monde passe par Google à peu de choses près. Pour autant, nous, on a un réseau d'agences. On ferme nos agences? C'est une question qui se pose avec ça. Tout le monde recherche le digital et fait le devis au téléphone ou sur le web. Pourquoi on a des agences? Mais parce que derrière, nous, cette notion de conseil, elle est valorisée par les hommes qu'on a aussi. C'est qu'on a des gens qui sont motards, qui connaissent notre métier. Notre expertise, elle passe par des gens. Voilà. L'intelligence artificielle, on ne peut pas tout lui donner. Voilà. Sinon, encore une fois, on ne serait plus nous. Et on est, je le répète, on travaille souvent dans les sinistres, dans le conseil, et sur lesquels les choses doivent se passer de manière humaine. On nous cite souvent des exemples où des personnes ont souscrit chez nous parce qu'ils avaient plein d'assureurs. Ils disent, voilà, je veux assurer ma 636, etc. Et la personne lui dit, quelle marque? Et là, il me dit, j'ai raccroché parce que le mec, je savais même pas que c'était une Kawasaki. Voilà. Chez nous, en fait, généralement, ils savent la marque. Donc, ils sont contents, ils discutent 5 minutes moto et 1 minute sur le devis. Et ça fait la différence parce qu'ils ont vraiment confiance en nous, parce qu'ils savent de quoi on parle et qu'on conçoit des produits qui sont dédiés à la pratique motard. Et c'est ça qui fait la différence et qui fait que demain, on peut être sur un terrain tarifaire qui soit totalement différent parce qu'on aura des produits mieux pensés que les autres et surtout qu'on aura l'humain pour le valoriser. Demain, on vous parle tous de big data, d'intelligence artificielle et que tout ce que je vous ai dit là, un jour un ordinateur arrivera à l'assimiler, à le restituer. Voilà. C'est aujourd'hui, ça c'est Aerobot, je crois, ça vient de là. Et il nous fait un peu peur ce bonhomme-là, la mutuelle. Voilà. C'est pas qu'on veut pas y aller. Aujourd'hui, mettre un chatbot pour faire un filtre entre services ou un serveur vocal, oui peut-être. On ne dit pas qu'on n'ira pas un jour. Mais pour autant, moi je préfère, quand c'est moi qui réponds sur Messenger un message sur la mutuelle des motards, dire bonjour, bienvenue chez nous, qu'un automatisme qui va taper à côté, qui va avoir une notion d'expertise relative, sur lesquelles les gens s'amusent avec. Mais moi je préfère faire une vanne avec le mec quand je discute au téléphone. Voilà. Parce que quand je lui réponds sur Messenger, je vous donne un exemple un peu plus tard qu'hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé un relevé d'informations, etc. Il m'a demandé je vais le recevoir sous quelle forme. Je lui ai répondu rectangulaire. Voilà, tout simplement avec un petit smiley. Alors c'est une boutade, c'est une connerie. Mais j'ai discuté avec lui 2 minutes après et on parle moto et ainsi de suite. Et il sait qu'à la mutuelle des motards, il va avoir une relation qui est humaine et que quand il va y avoir un truc qui va ou qui va pas, il saura à qui le demander. Et donc nous, Aerobot, c'est bien. Il y a des gens qui vont aller sur le terrain. Sur ce terrain-là,
tant mieux, c'est bien pour la technologie. Nous, l'intérêt, c'est de construire un parcours client qui soit à nos valeurs pour construire notre expérience client, qui est l'addition de parcours client plus nos valeurs. Ça donne l'expérience client. Et à la fin, voilà, iRobot, mais nous, on lui préfère Noémie. Voilà, aujourd'hui, c'est ça qu'on va mettre en valeur. Noémie, c'est un vrai cas, c'est une salariée, vous retrouverez son poté sur le site. Ça fait 9 ans qu'on est conseillère en assurance. C'est vraiment son manteau, c'est vraiment sa moto, c'est vraiment son manteau, son casque, etc. Et c'est des choses qu'on veut mettre en valeur là-dedans. Aujourd'hui, oui, je pourrais demain remplacer Noémie par un serveur Messenger ou un chatbot. Oui, maintenant, je pense qu'on n'ira jamais sur ce terrain-là parce que notre expérience client, qui est la somme, encore une fois, du parcours et de nos valeurs, n'est pas compatible avec ça. Voilà. Et c'est ça, quand on disait ne pas se renier. Ne pas se renier, c'est de faire avancer notre société, d'être réactive vis-à-vis des demandes de nos clients, de mieux les comprendre, mais ne pas oublier qui nous sommes. Voilà, c'est pour ça que la mutuelle des motards, on dit toujours qu'on place l'humain au cœur de notre fonctionnement, parce que c'est très important. Et comme vous l'avez vu, on est très participatif. Alors, à titre exceptionnel, aujourd'hui, je vais vous demander d'être participatif avec nous, parce qu'à 3, on va tous souhaiter ensemble un bon anniversaire à Yannick, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors attention, 1, 2, 3, joyeux anniversaire! Merci. C'est une vengeance, parce que je l'avais déjà eu. C'est une belle vengeance de l'an dernier, merci. Trêve de plaisanterie, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Félicitations pour le parcours client là, que vous avez fait, la salle pour les salariés, c'est une super idée. Et je voulais savoir, est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez établi les personas, les 3 personas à la base? Sur quoi vous êtes Ça a été un bon dilemme. Ça a été un bon dilemme parce que déjà l'appréhension, comme je disais tout à l'heure, du personnage, c'est compliqué. Parce qu'à part dire on veut mettre une personne, pourquoi 2, 3, 12? Et en fait, on s'est créé les personnages qui, on va dire, tous les points qui sont opposés. C'est-à-dire, on a essayé de définir des vraies personnes avec des points opposés. C'est-à-dire l'utilitaire, le passionné, celui qui a de l'expérience, celui qui n'en a pas. Celui qui veut juste être en règle, celui qui veut être bien couvert. Celui qui s'intéresse au mutualisme, celui qui n'en a pas. Celui qui cherche un prix, celui qui cherche à être bien couvert. Et en fait, on a créé 2 personnages qui s'opposent là-dedans, avec voilà, la plus jeune, un peu plus âgée, et ensuite à côté le pro. Le pro, on l'a un peu dissocié parce que pour le coup, il a un parcours client un peu difficile. Enfin, pas forcément difficile, c'est pas le bon mot, mais qui soit vraiment différencié. Parce qu'on n'a pas les mêmes réflexes. Voilà, on ne travaille pas de la même manière. Lui, il part du comptable, nous, on parle de la passion moto. Donc, c'était un exercice en fait, de se poser toutes les caractéristiques qui puissent se poser et de construire 2 personnes en face. Voilà. Sans, à chaque fois, parce que je vous le dis tout à l'heure, les premières questions qu'on a eues, c'est pourquoi vous prenez une fille alors que c'est 10% des permis? Est-ce que ces clients-là, c'est notre marché? Est-ce que c'est notre cible ou pas? Voilà. Et nous, on répond qu'on ne pourra jamais faire un parcours client avec tout le monde. J'en peux, hein, mais on y passe nos journées. À ce moment-là, on tourne en boucle. Donc, on a choisi de prendre les plus grosses ficelles, en fait, entre guillemets. Mais par contre, le vrai secret, c'est de donner suffisamment d'éléments pour que les gens se projettent dans cette personne. C'est-à-dire qu'on les a construits, on les a affichés, on leur a fait des tours de cou sur lesquels, en fait, il y avait le pense-bête. Je suis Mathilde, je suis Mathieu. Et en fait, on s'est aperçu de 2 choses, c'est que les gens rentraient vraiment dans le jeu, il fallait qu'ils sortent de la peau de l'employé. C'était déjà le premier exercice. Souvent, quand ils ont fait l'exercice, ils nous disaient combien de temps ça prend et tout. Et il restait 20 minutes, et puis ils revenaient. Voilà. Et la première, il faut le savoir, hein, la première qui a fait cet exercice-là, c'est une salariée chez nous qui s'occupe du réseau des délégués bénévoles, qui a, je pense, plus de 60 ans. Hein. Et elle a fait l'exercice, ça l'a super intéressée, et elle n'en a pas dormi de la nuit. Elle a dit, mais en fait, c'est pas ça qu'il faut que je mette, il faut que je revienne et tout. Et le lendemain matin, à 9h, elle était dans la salle en train de corriger ses post-it. Et c'était hyper intéressant de voir cette démarche-là. On s'est dit, tiens, l'exercice peut peut-être marcher. Et après, pour alimenter en dur, on a fait venir tous les bureaux. Alors, tous les bureaux, on n'a pas fait venir 300 salariés. Il y avait les responsables de bureau qui étaient là, les 42, et on leur a expliqué les personnages. Ils ont eu les mêmes questions. Et ils ont donné ces questions que j'ai évoquées déjà. Et ils nous ont dit aussi, mais moi, est-ce que je peux le faire faire à des copains à moi? Moi, je suis enduriste, etc. Je ne pense pas me retrouver là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Je dis, mais tu es enduriste, fais ton parcours enduriste. Par contre, tiens-toi droit dans tes baskets. C'est-à-dire que tu es enduriste du début à la fin. C'est-à-dire que à partir du moment où je mets au 2 roues, est-ce qu'un enduriste, comment il est venu au 2 roues? Voilà. Est-ce que les sinistres, comment il le gère pareil et tout ça? Il faut juste être cohérent. Et c'est ça qu'on aidait avec les personnages, c'est qu'ils collaient à une personne.
Parce que sinon, on virevolte entre Mathieu, Mathilde, soit son côté employé, son côté motard à un niveau personnel. Et voilà. Et après, le deuxième secret, c'est pour que ça colle, parce que c'est qu'il faut du monde. Voilà. Moi, je peux le faire, le parcours client, je peux le faire. Avec quelqu'un du marketing, à 2, à 3, on le fait, 2 jours, c'est plié. Mais quelle légitimité j'ai? Voilà, c'est ma vision. Quelque part, on a quand même sa vision. Donc derrière, aujourd'hui, on a à peu près peut-être 80-90 personnes qui ont fait l'exercice. Et on se rend vite compte qu'au bout d'un moment, de toute façon, ça boucle. Voilà. Les gens y reviennent, il n'y a pas de nouvelle idée, d'action, etc. On revient les mêmes trucs. Par contre, on a identifié quand même quelque chose qui est plutôt un peu plus négatif, c'est que des fois, trop donner sur le persona, on enfonce des portes ouvertes. Parce que ce qu'on a déjà dit dans la présentation, ben, ils le remettent dans la case en fait. Et voilà. Et donc ça, c'est un défaut. Mais derrière, bon, ça fait... Il y a 18 étapes, il y a 3 trucs à chaque fois. L'exercice, on le durait pendant des semaines. Et à la fin, on a ce qu'on veut. C'est par la masse, on arrive à trouver un parcours client. Et de toute façon, il y a un moment donné où on va avoir une petite part de subjectivité. Parce qu'on va dire, quand on va positionner graphiquement Google dans le moteur de recherche, est-ce que je le mets très gros, est-ce que je le mets petit, en rouge, en vert? Et mine de rien, graphiquement, ben, ça a son impact aussi. Voilà, j'espère avoir répondu. Tu viendras voir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Je voulais juste savoir quel type de partenariat vous aviez en fait sur la mutuelle des motards. Avec qu'est-ce que vous offrez comme. Ah, donc on ne parle pas là-dessus en fait. Hein. D'accord. Sur quoi? Non mais tu peux poser la question. Mais de façon générale. Oui, parce que j'ai appris que vous aviez, il y a le centre Equiforia qui est partenaire oui. chez vous. Alors en fait, le partenariat... Pour quelle raison vous avez fait ce choix-là? Je vais citer Laure Gelmini, qui m'a dit un jour où je suis arrivé à la mutuelle il y a 4 ans, elle m'a dit la mutuelle ne fait pas de sponsoring, nous faisons des partenariats. Et c'est important en fait de faire la différence, et ce qui nous lie beaucoup à l'économie sociale et solidaire aussi, c'est que faire un chèque pour avoir un logo dans une page, aucun intérêt pour nous. Voilà. On fait des choses où il y a un projet derrière et on veut innover. Alors pour Equiforia, c'est assez révélateur parce que on touche à plusieurs facettes de notre métier. C'est-à-dire que Equiforia, on a voulu proposer à nos sociétaires une rééducation post-accident qui soit atypique. Et aujourd'hui, quand on est venu nous proposer Equiforia, on a vu qu'il y avait des résultats. En fait, la réappropriation du corps avec le cheval. Et en fait, il y a un parallèle qui s'est fait avec le destrier, si je peux dire. Et aujourd'hui, le motard qui n'a plus l'usage de ses jambes, en fait, c'est très compliqué psychologiquement aussi. Et les administrateurs, quand ils y sont allés, ils ont vu des résultats assez fantastiques au niveau de l'accompagnement des gens sur le handicap. Voilà. Et on parle du handicap physique, mais là, je ne vais pas trop digresser parce que ce n'est pas le sujet que je connais le mieux. Mais je sais qu'il y a des résultats fantastiques au niveau de l'autisme, où derrière, voilà, c'est l'animal qui a fait évoluer les gens. Et aujourd'hui, nous, dans nos cotisations, l'idée, c'est qu'on puisse aller plus loin que faire un chèque. C'est pas du tout notre démarche. Aujourd'hui, quand on a créé Save, c'est au-delà de l'assistance corporelle. L'assurance corporelle, ça vous donne un chèque parce que vous êtes handicapé à 30%. Le soutien assistance aux victimes, et aussi, le E, c'est à leur entourage. C'est-à-dire qu'on va venir vous aider à vous, parce que vous êtes en fauteuil, il faut redessiner votre maison pour faire passer votre fauteuil. Ça, c'est un des trucs qu'on fait. Mais il y a aussi aider votre papa ou votre maman à venir vous voir au centre de rééducation. Et c'est aussi vous ouvrir les portes d'Equiforia. C'est pour ça que dans les partenariats, on compte un projet. Et ça va dans tout. Voilà, en sport moto, on est partenaire du GMT 94, qui est champion du monde d'endurance. Et si on est partenaire du GMT 94, c'est parce que Christophe Guyot, quand il a monté ce projet, il est venu avec un projet global du GMT 94, notamment d'intervenir dans les écoles pour expliquer que le sport moto, c'est un sport qui se pratique aussi sur piste et pas sur la route. C'est pas la même chose qu'on le fait. Christophe passe peut-être un tiers de son agenda, en fait, à intervenir dans les écoles, à expliquer, à parler aux minots, que les conneries qu'il a fait sur la route, aujourd'hui, il se dépose sur circuit, que jamais il ferait la même chose sur route aujourd'hui. Ou alors, pas vu, pas pris. Mais dans l'ensemble, c'est un projet vraiment global. C'est que derrière, quand dans son team, il prend des gens, il vient pas chercher sur le CV, il prend quelqu'un qui a envie. Voilà. C'est toujours comme ça. Aujourd'hui, c'est un team professionnel, il n'accepte aucun pilote qui a de l'argent. Il vient prendre des pilotes qui ont envie de rouler et envie d'adhérer au projet. Parce que dans tous les teams, à un moment donné, on a besoin d'argent. Et un pilote qui vous dit, moi je veux rouler chez toi et je t'amène 100 000 €, ça fait de la place. Donc voilà, pour répondre à ta question, les partenariats, ils sont dans un projet global à chaque fois.
Et c'est quasiment tout le temps refusé si en fait il n'y a rien derrière. Voilà, il faut qu'on ait quelque chose qui soit beaucoup plus large qu'un chèque. Je conclue juste vite parce qu'on nous dit d'arrêter. Pour ceux qui ne savent pas, donc effectivement Yannick l'a un peu expliqué, Equiforia, c'est un centre en fait d'équithérapie qui aide les handicapés mentaux ou physiques à retrouver un petit peu du sens à leur vie et physiquement aussi de pouvoir retrouver un peu de motricité, voilà, grâce justement au travail avec le cheval. Donc ça, c'est un partenariat qui est très fort chez nous et qui est déjà déclenché pour certains cas, mais on espère qu'il sera le moins possible, bien évidemment. Voilà, et juste pour, si tu veux qu'on parle de partenariat, on pourra le faire après, il n'y a pas de souci. Nous, il y a deux choses. Un, il faut que ça rentre dans nos valeurs. Et deux, on veut être partie prenante. D'où l'idée de pas juste un chèque. Voilà, on veut que ça vive avec nous. Et je suis désolée, mais voilà. Merci.